Et c'est parti. Bien. Voilà, parfait. C'est parfait. On est live. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chère Sophie. Et donc, ravi encore une fois de partager ces moments avec tout ce beau monde et surtout avec toi, Sophie, de Bruxelles. On va parler aujourd'hui d'une thématique extrêmement importante. La dernière fois, on avait parlé de la gestion des conflits et l'apport de l'énéagramme justement par rapport à cette thématique. Aujourd'hui, on va parler dans la continuité des thématiques dans le développement personnel et professionnel, on va parler de l'intelligence émotionnelle et l'apport de l'énéagramme, comment l'énéagramme peut éventuellement nous aider à développer cette compétence. Mais avant de rentrer bien évidemment dans le sujet, j'aimerais d'abord juste vous dire qu'on va passer 1h30 ensemble parce que Sophie doit partir dans 1h30. Et pour les personnes qui nous voient en live sur Facebook, vous pouvez utiliser le commentaire juste en dessous de la vidéo pour nous poser vos questions. Nous allons les prendre au fur et à mesure et nous allons les répondre à ces questions à la fin du webinaire. Et pour les Zoomers qui nous voient là en live, vous pouvez utiliser aussi le chat pour nous poser vos questions. Et pour les personnes qui souhaitent poser les questions en direct, on va ouvrir les micros à la fin du webinaire. On va se prendre 10 à 15 minutes à la fin du webinaire pour justement répondre à vos questions et que Sophie réponde à vos questions en direct. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Sophie, je vais juste rappeler un peu son parcours. Sophie, c'est l'experte chez nous dans le groupe Enya Maroc de l'énéagramme. Justement, je rappelle que le groupe Enya Maroc a été créé il y a à peu près 2 mois. C'est un groupe qui est vraiment, là-dedans, on a des personnes qui sont motivées par l'humain d'une manière générale, qui sont passionnées par l'humain. Et dans ce groupe, l'objectif, c'est vraiment de former les personnes qui souhaitent bien sûr se former à cet outil puissant. Donc, Sophie, on a proposé un programme qui s'appelle l'Enya Maroc en 3 niveaux, technicien, praticien et maître praticien. J'ai un retour dans l'oreille. Houda, je ne sais pas si tu vois des micros ouverts, si tu peux les fermer. Non, il n'y a pas. Tous les micros sont fermés. C'est très bien, parfait. Donc, je rappelle que l'Enya Maroc, c'est vraiment un groupe pour parler de l'énéagramme d'une manière générale. Et pour les personnes qui souhaitent se former à cet outil-là, on propose bien sûr des formations dans ce sens. Sophie, elle est l'experte dans cet outil-là. Elle est coach ICF, formatrice senior, autrice. Elle a plus de 15 ans dans l'accompagnement de l'humain, principalement en entreprise et dans son cabinet avec les personnes qui souhaitent l'avoir en individuel. Et l'énéagramme, c'est quelque chose qu'elle connaît maintenant depuis plus de 10 ans. C'est plus qu'un outil de travail chez Sophie, hein. C'est devenu un art de vivre, si je peux dire les choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'elle a envie de nous transmettre, hein, les professionnels de l'accompagnement de l'humain. Et je dirais même au-delà des professionnels, ceux qui sont passionnés par l'humain. Sophie a une envie profonde aujourd'hui de transmettre cet outil, d'où ce groupe dans lequel on partage pas mal de choses sur cet outil-là extrêmement puissant. Voilà, donc voilà, ça c'est notre chère Sophie. Donc avec elle, on va démarrer cette conférence sur l'intelligence émotionnelle et l'énéagramme. Je me présente, Oussama Snaji, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis le fondateur du cabinet Nouveau Souffle avec mon épouse ici présente, Houda Snaji. Je suis moi-même coach professionnel depuis une dizaine d'années maintenant et j'interviens dans la formation en soft skills d'une manière générale et mon expertise, elle est dans la gestion du stress et des émotions et la prise de parole en public. Alors, mes amis, voilà l'introduction, elle est faite. Sophie, je te propose le plan suivant. On va voir, j'ai envie de prendre l'angle de l'intelligence émotionnelle par le plan suivant et je vais te demander si tu es d'accord là-dessus et sinon on peut changer. On est très flexible dans ce type de webinaire. On va partir sur 3 choses. Pourquoi, quoi et comment. Pourquoi l'intelligence émotionnelle aujourd'hui
elle est si importante d'une manière générale et dans le workplace en particulier. Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de cette compétence? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou il y a vraiment quelque chose de très important dans cette compétence qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle? Nous allons voir après le pourquoi, le quoi. Comment tu peux définir l'intelligence émotionnelle, Sophie? Et en particulier, nous allons voir un modèle, aujourd'hui on va dire très connu, on va le développer ensemble, ça sera notre guide pendant tout ce webinaire. Donc on va partir sur ce modèle-là de l'intelligence émotionnelle. Et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est comment l'énéagramme peut nous aider à développer cette compétence. Si on est là aujourd'hui dans ce groupe, c'est pour bien comprendre les apports de cet outil puissant. Et aujourd'hui, on va parler bien évidemment de l'intelligence émotionnelle. Alors, présentation faite. Déjà, Sophie, est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce plan? Pourquoi, quoi, comment? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, Oussama. Ça met une belle structure claire et simple et profonde à la fois. Donc, ça me convient très bien. Excellent, excellent. Puisque tu me donnes le feu vert, on va rentrer doucement dans le vif du sujet, Sophie. Est-ce que, à ce qui paraît, savoir maintenant lire, écrire et compter vraiment ne suffit plus pour réussir dans la vie. Et encore moins pour réussir au travail, dans sa carrière professionnelle. On a aujourd'hui besoin de plus que ça. Je vais dire même, je vais aller encore plus loin, même si on a une expertise technique, aujourd'hui, ça ne suffit plus pour réussir dans sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'autres compétences. Et ces compétences-là, ils sont plutôt orientés relations humaines, plutôt habilité relationnelle. Donc, c'est ce que nous allons voir et je vais partir sur une statistique donnée par un grand monsieur que je respecte énormément. Et ce monsieur-là, on va le découvrir petit à petit à travers le modèle que nous allons voir aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Je veux bien sûr parler de Daniel Goleman. Daniel Goleman dit, c'est un psychologue américain très connu à l'échelle mondiale, c'est un grand chercheur, il a consacré sa vie à travailler sur l'intelligence émotionnelle et c'est lui qui a vraiment propulsé cette compétence dans le monde du travail. Il a vraiment structuré le travail par rapport à ces différentes compétences, d'où le modèle maintenant qui est très connu aujourd'hui partout quand on parle de l'intelligence émotionnelle. On fait référence tout de suite à Daniel Goleman. Donc, on va prendre Daniel Goleman comme support pour ce webinaire. Et d'après lui, il dit que pour réussir dans la vie et surtout dans le monde professionnel, on a besoin de 80%, pratiquement 80% de la réussite, elle est liée à tout ce qui est intelligence émotionnelle. Autrement dit, tout ce qui est compétences humaines et relationnelles qu'on va développer maintenant, et seulement 20% est lié au QI, à l'intelligence intellectuelle. Donc, autrement dit, 80% pour la réussite, il est lié au savoir-être et seulement 20% au savoir et au savoir-faire. Donc, moi, je vais partir de cette statistique qui m'a intrigué. Quand je l'ai vue, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence émotionnelle il y a quelques années, j'ai vu cette statistique énorme, je me suis dit, mais il y a quelque chose à connaître dans ce domaine. Je ne peux pas juste me contenter, ingénieur de formation que je suis, je ne peux pas me contenter uniquement du côté rationnel pour réussir dans ma vie. Il a fallu que j'ouvre la porte et j'accueille justement ces compétences qu'on appelle aujourd'hui intelligence émotionnelle et qu'on appelle aujourd'hui même soft skills. Alors, Sophie, par rapport à ce constat-là de notre cher ami Goleman, 80% savoir-être, 20% savoir et savoir-faire, déjà, Sophie, pourquoi, à ton avis, il y a tant de choses écrites et dites sur l'intelligence émotionnelle? Pourquoi on s'intéresse beaucoup à cette intelligence aujourd'hui? Je sais que tu travailles beaucoup en entreprise, je sais que tu as accompagné pas mal de gens en entreprise. Pourquoi on fait
tant de bruit autour de cette compétence qu'on appelle aujourd'hui intelligence émotionnelle? Bien, ma réponse est déjà un petit peu dans l'exposé que tu vas faire, mais bien sûr, je vais essayer de la spécifier. Alors, selon moi, il y a 30 ans que Goldman a fait vraiment propulser, comme tu l'as très justement dit, ce concept d'intelligence émotionnelle. Et il était temps, en fait, parce qu'il y avait une forme de croyance limitant de génération en génération, particulièrement renforcée, je pense, dans le monde occidental par la pensée cartésienne, donc par la pensée de Descartes, qui avait, au fond, relégué au second plan tout ce qui concernait le monde émotionnel. Donc, il n'y avait que la pensée cartésienne, rationnelle, logique, qui était noble, et le reste devait absolument être mis de côté. Heureusement, grâce à pas uniquement Goldman, lui, il était aussi journaliste, hein, donc c'était un très très bon communicateur, et il a vraiment senti l'urgence aussi contextuellement. Je pense qu'on était à une période où cette notion pouvait être diffusée, qu'il fallait en parler parce que, selon moi en tout cas, cette croyance qu'il n'y avait qu'une intelligence au-dessus des autres, qui était l'intelligence de la tête, créait vraiment beaucoup de dégâts. Ça me semble la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que donc, en 30 ans, les neurosciences ont explosé. Hein, aujourd'hui, il y a vraiment de la recherche sur tous les continents. On découvre tous les jours des choses nouvelles. Et après Goldman, on a compris aussi, grâce à des penseurs, entre autres à des neuropsychologues comme Antonio Damasio, par exemple, que en fait, il n'y a pas une pensée qui ne soit pas portée par un sentiment. Donc, dire aujourd'hui qu'on pourrait séparer le mental de l'émotionnel et être objectif purement dans la mentalisation est non seulement un non-sens scientifique, une erreur scientifique, mais en plus une catastrophe au niveau humain. Alors, la catastrophe au niveau humain, j'y reviendrai. Moi, je pense aussi que l'intelligence émotionnelle, elle a pris une ampleur absolument phénoménale, et il suffit d'aller dans les grandes librairies pour s'en rendre compte, ou taper le terme sur un moteur de recherche, parce que le monde, il est global. Le monde, il est hyper connecté, et on ne peut pas ne pas communiquer, comme le dit Václavic. Donc, on est tout le temps dans cette, parfois, même obligation, hein. Ça peut même être pesant, fatigant à la longue, mais on ne peut pas ne pas communiquer. On est tout le temps obligé de communiquer. Et simplement envoyer un message avec un contenu sans avoir une conscience du contenant, de ce que ça va provoquer, de ce que ça va impacter chez l'autre, aujourd'hui, n'est plus possible. Vous voyez ? Et donc, on ne peut pas ne pas avoir conscience de soi, je pense, pour communiquer convenablement. Excellent. Particulièrement avec des personnes en plus qui seront différentes de nous, qui vivront peut-être dans des rythmes, dans des croyances différentes des miennes. Il est vraiment fondamental que je sache. Et alors, quand je dis culture, vous le savez, certains d'entre vous me connaissent, c'est aussi les cultures familiales. Si dans une culture familiale, on a appris à beaucoup discuter le soir à table, à débattre, etc., eh bien, il va y avoir un choc de culture avec peut-être ma meilleure amie qui vient d'une famille où on n'exprime rien, on doit demander la parole pour pouvoir s'exprimer, on n'ose pas s'avancer, etc. Donc, vous voyez, on est tout le temps confronté à des cultures de la communication et de la relation qui sont différentes. Et donc, il est très important de comprendre toutes ces exigences aujourd'hui. Excellent, Voilà excellent. la réponse. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ajouterais aussi par rapport au pourquoi de l'intelligence émotionnelle. Je retiens en fait aujourd'hui, surtout dans le monde professionnel, parce que Goldman, comme on vient de préciser, il a vraiment travaillé sur ces aspects-là dans le workplace. Il a développé ses compétences et il a démontré aussi, et grâce aux travaux de recherche d'Antonio Damasio, qui est connu avec le grand livre L'erreur de Descartes, qui démontre clairement qu'on ne peut pas performer uniquement avec du QI. Et ça, c'est très intéressant parce que on va aller chercher cette notion de performance, parce que dans le monde de l'entreprise, on n'est pas dans un monde de bisounours, on le sait,
Et donc, quand on parlait d'émotion, hein, l'émotion, c'est un peu le côté un peu faiblard. Je ne veux pas me montrer faible devant les gens. Je ne veux pas me montrer vraiment dans mon authenticité. Bref, l'émotion, elle n'avait pas un terreau très, très positif dans le monde de l'entreprise. Et quand Antonio Damasio, il a démontré par A plus B que dans n'importe quelle prise de décision, il y a le côté affect qui est dedans, là, les entreprises, ils ont commencé à se dire, oula, il y a quelque chose à regarder dans le côté affect. Et ce qui intéresse l'entreprise, en premier lieu, c'est bien sûr la performance. Donc, il n'y avait plus, on va dire, de marge de manœuvre dans la partie rationnelle parce que tout le monde avait performé dans le côté expertise, on va dire rationnel. Alors, pour aller dans la performance, il fallait trouver autre chose. Et c'est là où vraiment Goldman a démontré que pour que l'entreprise performe, pour qu'il y ait de la performance plus, il est très important de regarder dans cette intelligence émotionnelle parce que tout simplement, qui dit intelligence émotionnelle dit plus de motivation, plus d'engagement, et qui dit plus d'engagement, donc performance. Ça, c'est le premier point. Tu es d'accord là-dessus, Sophie? Oui, oui, et puis bon, je crois que ça prendrait des heures d'en discuter, mais si on prend aussi des référentiels sociologiques, les gens, en France, je pense particulièrement, je pense que quand on monte dans les pays du Nord, et moi je vis en Belgique, donc cette souffrance au travail est quand même vécue autrement que la souffrance, en tout cas, dont on a pu parler à travers des drames, des suicides, etc., dans des grandes entreprises françaises. Il y a une sociologie du travail aujourd'hui qui nous montre que ça n'était plus possible. Les gens étaient vraiment, et je pense encore dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, les gens sont dans une souffrance psychique absolument incroyable. Il y a du burn-out, il y a du bore-out. Et donc, il y a une urgence, je vais dire, sanitaire, vraiment. On a beaucoup parlé de Covid depuis 2 ans, mais moi, je vois que les clients qui travaillent dans des structures organisationnelles où l'intelligence émotionnelle n'est pas prise en compte ne peuvent plus aller travailler. Ils sont malades de devoir jouer au fond une pièce dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Tu as parlé d'authenticité, c'est un mot clé. Aujourd'hui, le monde a changé. On ne peut plus faire semblant, comme nos parents, nos grands-parents ont accepté d'endosser des rôles parce que c'était comme ça, parce qu'on leur disait qu'il fallait aller au charbon, il fallait reprendre l'entreprise familiale, il fallait. Et aujourd'hui, il y a plus de conscience, donc il y a plus de rébellion partout. On le voit chez nos ados. Ce n'est pas seulement une question d'âge, on voit aussi que toutes les grandes relations au temps, au pouvoir, à l'énergie dans le monde du travail ont changé. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui travaillent en entreprise veulent se sentir bien, veulent du bien-être. C'est devenu comme un prescrit et comme un impératif. Et je pense qu'elles ont raison parce que les questions de santé liées à la non-capacité d'exprimer ses émotions est extrêmement grave et fait des ravages. Donc, il y a ça aussi, il y a toute cette sociologie du travail. Exactement. Eh bien, c'est très bien. Là, on comprend plus ou moins un peu le pourquoi du comment, pourquoi l'intelligence émotionnelle est devenue, comme tu viens de le préciser, une urgence à faire entrer. Bon, Goldman, il en a parlé dans les années 90 et cette effervescence, on va dire, par rapport à cette compétence, elle a commencé à prendre vraiment de l'ampleur parce que rapidement, l'entreprise, elle a compris en mettant le focus sur le côté un peu affect, sur le côté émotionnel, il parle d'émotion, on parle aussi de leadership, c'est extrêmement imbriqué. Donc, ils ont compris, c'est là où on peut faire jouer quelque chose pour aller encore plus dans la performance. Sophie, maintenant qu'on a compris le pourquoi, je vais te poser une autre question comme ça rapidement dans la volée. Mais je voudrais rajouter quelque chose, excuse-moi. Oui, parce que c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'un auteur et un penseur a publié un tel concept
que c'est une réalité aujourd'hui dans le monde du travail. Et moi, j'ai beaucoup de clients et de clientes qui me disent, mais au fond, c'est encore pire aujourd'hui parce qu'on sait cet impératif d'authenticité, mais on a parfois, et encore beaucoup, des responsables qui ont tellement de croyances limitantes et surtout des gens qui ont été formés dans des grandes écoles. Alors, tu as parlé d'ingénieurs. Bon, voilà, moi, je connais ça aussi. J'avais un papa qui était polytechnicien où tout ça n'est pas enseigné dans les grandes écoles de commerce. Si tu regardes les programmes aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intelligence émotionnelle qui est… Donc, il y a des entreprises où c'est quand même un peu fake. Il y a des entreprises où c'est à la mode de dire ça. Oh, on va faire un petit séminaire, on va leur payer quelques… Il ne faut pas croire que c'est là… dans le droit social inscrit. Ça, c'est pas vrai, en fait. Et ça, malheureusement, je pense qu'on doit être honnête avec ça. Et nous, les coachs et les transformateurs, les transformatrices des entreprises, on a un rôle à jouer là. Clairement, clairement, clairement. Dans la culture de l'entreprise, vraiment. On a un rôle à jouer. Clairement. Et Sophie, dans la foulée comme ça, quand on parle de quelqu'un qui est intelligent émotionnellement parlant, comment tu le décris? C'est quoi le persona? Comment il est cette personne qui est intelligent émotionnellement parlant? Mais c'est une personne qui a travaillé sur elle-même et c'est une personne qui a développé des capacités à danser, jouer, vivre avec ses émotions. Voilà, moi j'aime beaucoup la danse et j'aime cette idée que donc quand on danse, parfois on a mal aux pieds, parfois on est fatigué, parfois si on danse à deux, le partenaire n'est pas forcément souple et il connaît bien le rythme de la musique. Eh ben, il faut faire avec ça. Et au fond, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est absolument pas croire, je veux aussi dire ce que ce n'est pas, que c'est la panacée pour être heureux et dans le monde des bisounours toute la journée. C'est pas du tout ça. C'est une grande compétence qui elle-même repose sur différentes compétences, mais essentiellement, si je devais la définir, dans l'acceptation et la capacité alors à improviser au moment T ce qu'on va faire avec cette émotion qui arrive. Et ça, c'est pas quelque chose, en tout cas, que moi, j'avais appris à l'école ou à l'université, malheureusement. Moi non plus. Voilà. Donc, j'ai dû désapprendre et réapprendre. Donc, si on peut faire gagner du temps aux plus jeunes, hamdoullah, comme vous dites, allons-y, hein, il est temps. Excellent, excellent. Alors, moi, j'ajouterais aussi, par rapport à cette agilité que tu viens de décrire, une personne qui est on va dire, qui a un QE, un quotient émotionnel élevé, je peux la décrire comme une personne qui est justement agile, qui gère correctement son stress, qui est courageuse, qui développe du courage, qui développe de l'optimisme aussi, hein, parce que tout ça, on va parler de tout ça progressivement. On parle de compétences et quand on parle de compétences, c'est un muscle qu'on travaille. Donc, une personne qui va être, on va dire, émotionnellement intelligente, elle va développer ces différentes compétences. Donc, elle va développer l'optimisme, elle va développer la résilience, elle va développer le leadership, elle va développer, on peut en citer plusieurs choses qui vont être sous-jacents à quelqu'un qui a développé, qui a décidé de plonger dans l'intégration, on va dire, de cette intelligence émotionnelle. Et tu parles de musculation, hein, vraiment oui, oui. Mais aujourd'hui, et ça c'est très récent, ça je crois à 2 ans cette découverte, on sait que quand on est quand on a un QE élevé, on reconnecte des synapses. Ça veut dire qu'on va soi-même créer de nouvelles connexions neuronales. Ça, c'est extraordinaire. Clairement. Donc, on va devenir plus intelligent. Clairement. Wow. Clairement, et aujourd'hui, et avec l'appui des neurosciences, on sait que notre cerveau, il est neuroplastique et il n'y a pas d'âge pour aller justement dans ces compétences. C'est vrai qu'il est intéressant de les démarrer jeunes, c'est très bien. Un jeune, il a cette capacité d'intégration extrêmement, on va dire, facile. Maintenant, il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, notre cerveau, on a compris qu'il est neuroplastique, c'est de la pâte à modeler. On peut éventuellement développer de nouvelles compétences. Et ce qu'on va voir, ce qu'on va décortiquer aujourd'hui avec le modèle de Goleman, ce ne sont que des compétences qui peuvent être justement apprises, bien sûr, avec notre côté rationnel, mais ça ne suffit pas. Hein, il ne suffit pas de suivre
un week-end d'intelligence émotionnelle ou un webinaire d'intelligence émotionnelle pour dire qu'on a élevé notre QE. On va comprendre l'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence émotionnelle, ça se pratique chaque jour. On est d'accord, Sophie, là-dessus? On est absolument d'accord. Tu as tout à fait raison de rappeler qu'il n'y a pas d'âge. Ce que je voulais dire, et on va revenir sur le comment, c'est que plus on attend, plus on va avoir du travail de déprogrammation à faire. Clairement, oui, ça aussi. Voilà. Que si on pouvait, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, offrir généreusement, transférer le plus possible rapidement à nos enfants en bas âge et tous les enfants qu'on connaît, les éducateurs, les accompagnateurs, accompagnatrices, on gagnerait tous du temps pour le bien-être de toute l'humanité. C'est ça, moi, qui me semble quand même fondamental. C'est qu'on ne garde pas ce petit savoir comme ça, tu vois, dans quelques cabinets de coaching, quoi. C'est pas suffisant. Excellent. Alors, on va sortir du monde du pourquoi. Je pense qu'on lui a donné assez de temps et je pense qu'on est tous là d'accord pour bien comprendre que ce n'est pas un effet de mode, l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment quelque chose qui va aider les personnes à tous les niveaux, dans tous les domaines, hein, que ce soit en privé, en couple, avec les enfants ou en professionnel, dans le monde professionnel. L'intelligence émotionnelle, je dirais, elle est presque partout. Voilà. Alors, Sophie, comment tu peux définir l'intelligence émotionnelle? C'est quoi ta définition de l'intelligence émotionnelle? Et je donnerai aussi un complément de ce que tu vas dire. Alors, je pense l'avoir déjà un peu dit. Je vais le redire de façon plus structurée peut-être. Donc, c'est une immense capacité ou une immense boîte à outils dans laquelle il y aura plusieurs compétences qui va nous, donc cette grande boîte à outils va nous permettre d'être nous-mêmes, d'affronter la vie en conscience et de nous mettre en relation avec les autres, de sorte que ce soit tout à fait OK pour moi, tout à fait OK pour l'autre, donc que ce soit gagnant-gagnant. Je dirais comme ça. J'ai envie de lire une petite définition, je peux? Bah bien évidemment, Sophie. Il y a une définition de Fabrice Midal que j'aime beaucoup, qui est un philosophe français qui a beaucoup permis la vulgarisation de la méditation en France et que je trouve vraiment très pertinente. Il nous dit l'intelligence émotionnelle, elle est subtile, ça, je trouve que c'est un joli mot, elle mise sur les normes potentielles des émotions, elle ne consiste ni à les accepter ni à les rejeter en vrac, mais à consentir à les écouter pour distinguer en chacune ce qui mérite d'être retenu, ce qui mérite d'être transformé et ce qu'il serait bon d'apaiser. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Oui, je la mettrai, si tu veux, sur le… Ouais. Je te l'envoie. Ce que je trouve beau dans cette définition, c'est qu'il y a cette notion de libre arbitre, il y a cette notion de liberté, d'indépendance. Au fond, il n'y a pas d'imprécation, de contrainte qui viendrait de quelque part. Au fond, à tout moment, on peut décider, OK, je garde ce qui est en train de se passer, ou bien, oulala, c'est beaucoup trop intense. Là, par exemple, je pars dans une colère immense, je vais baisser le volume parce que sinon, je vais faire des dégâts en moi et autour de moi, ce qui est quand même pas idéal. Et puis, donc ça, c'est plutôt l'apaisement et aussi la transformation. Tiens, je suis triste. Qu'est-ce que ça me dit en termes de besoins fondamentaux, de réconfort, d'amour, de tendresse, que je vais pouvoir du coup aller chercher autrement, tu vois? Donc, en fait, et là, on va arriver tout doucement à notre sujet, je présume, l'énéagramme et l'intelligence émotionnelle. On a avec cette notion une possibilité d'être en observation et en action consciente et subtile, intelligente. On va y arriver doucement, Sophie. Oui, mais bon, je connais mon impatience. Je sens que… OK, très bien. Alors, j'ai précisé au début que nous allons partir sur le modèle de Goleman. Tu commences à me connaître, Sophie. J'aime bien la structure, mais en même temps la liberté dans la structure. Le cadre de Goleman, on va dire, il est très intéressant de partir là-dessus. Alors, comme Goleman l'a bien défini, il y a 5 axes et j'aimerais qu'on les regarde les uns après les autres
Et ce que je te propose, Sophie, c'est qu'on va prendre axe par axe. Bon, je pense qu'on aura le temps de faire le tour. Bon, l'idée, c'est de ne pas plonger dans tout ce que nous a dit notre ami Goleman, mais au moins d'avoir cette structure-là pour nous orienter dans ce webinaire. Alors, les 5 axes de Goleman, on va dire, ils se positionnent en 2 grands pavés. Ce que tu viens de dire, le premier pavé, c'est ce qu'il appelle l'intelligence intrapersonnelle, c'est la compétence personnelle. Et puis, le deuxième gros pavé, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est-à-dire que tout simplement, tout ce qui va être les compétences qui vont nous permettre d'aller avec l'autre, de cohabiter avec l'autre. Si on regarde le premier pavé, on va trouver la première compétence qui est la base de la base, sans faire de jeu de mots par rapport à l'énéagramme, on n'y est pas encore. Alors, le premier et la première compétence, le premier axe, c'est ce qu'il appelle Goleman, la conscience de soi. Deuxième pavé, en anglais, il appelle ça le self-awareness. Deuxième pavé, ils appellent ça le self-management ou la maîtrise de soi. Le troisième, on est encore dans l'intra, hein, on est encore dans le self. Le troisième pavé, c'est la motivation, et ça, c'est très intéressant, et on va voir que la motivation, elle est à cheval entre le self et l'autre, le côté social. Et quand on rentre dans le deuxième pavé qui nous lie au côté social, on va trouver justement une compétence qui est connue aujourd'hui par tous et par toutes, cette notion d'empathie, c'est la porte d'entrée au monde de autrui. Et puis aussi, il va partir sur ce qu'il appelle les compétences ou les compétences, on va dire, relationnelles. Donc, on a 5 axes. On va un peu les regarder doucement parce que c'est le modèle de Goleman et j'aime bien en fait partir sur quelque chose qui est connu. Et on va voir, Sophie, comment l'énéagramme nous donne quelque chose à chaque fois dans chaque axe que nous avons, que je viens de citer. Alors, le premier axe, Sophie, est-ce que tu es dans… Oui, vas-y, dis-moi. Je les ai envoyés dans le chat. Il y a aussi le 5e, les aptitudes sociales. Oui, c'est ça, c'est le 5e, les aptitudes sociales, c'est exactement ça, c'est le social skills. Très bien. Alors, Sophie, pour le premier niveau, on va dire la base de la base, parce que sans celui-là, on ne peut pas aller, c'est comme… on ne peut pas avoir une ceinture noire dans les arts martiaux sans passer par les différentes ceintures. Hein. Il faut monter progressivement. Pareil dans l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, c'est quelque chose de très important. Et là-dedans, on va trouver cette notion de conscience de soi émotionnelle, puisqu'on est en train de parler des émotions. Dans la conscience de soi, il y a cette notion de conscience de soi émotionnelle et aussi d'auto-évaluation. L'auto-évaluation, quelles sont mes limites, mes forces. Et puis, il ramène Goleman à une autre compétence dans la conscience de soi, c'est cette notion de confiance et d'estime. Quelle est ma valeur et quelles sont mes capacités? Cette notion comment dire, de sentiment d'efficacité personnelle, le CEP. Donc, on a ces 3 dans la conscience de soi et j'aimerais bien voir avec toi la première qui est très importante, cette conscience de soi émotionnelle, que moi je prends l'analogie comme par exemple, pour être clair, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par la conscience de soi émotionnelle. Imaginez un conducteur sur une autoroute, conducteur de voiture, et puis il reçoit tout un tas d'informations qui viennent de son tableau de bord, qui lui disent que, par exemple, il nous reste un petit peu pour mettre un peu d'essence dans le réservoir, et puis des informations qui viennent de l'extérieur, la prochaine sortie pour station de service, est-ce qu'il y a de l'embouteillage, la température extérieure, bref, un tas d'informations que le conducteur il reçoit pour conduire, on va dire, en toute sécurité. Alors, imaginez une seconde que ce conducteur, il ne sait pas identifier ces informations et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça va être? Un conducteur qui ne comprend pas et qui ne sait pas lire son tableau de bord, qui ne sait pas lire les panneaux de signalisation sur l'autoroute, par exemple, ça peut créer tout de suite le bazar.
Et donc, la conscience de soi émotionnelle, c'est un petit peu la même chose. C'est on a besoin de développer un radar intérieur pour comprendre cette fois-ci l'affect. Il s'agit d'émotions, de sentiments, d'humeur, de stress, parce que le stress, on peut le mettre aussi dans l'affect. Tout ça, on a besoin de l'identifier, on a besoin de le comprendre pour ensuite agir. C'est comme ça que moi, je vois, Sophie, la conscience de soi émotionnelle. D'abord, j'aimerais que tu nous dises un peu, est-ce que c'est en phase avec ce que je viens de dire, et surtout comment l'énéagramme, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet par rapport au sujet d'aujourd'hui, comment l'énéagramme peut nous aider à développer cette conscience de soi qui est la base, je viens de dire, de l'intelligence émotionnelle. Je pense que Goleman a eu tout à fait raison de parler de la conscience de soi. C'est de nouveau cette capacité à lire en soi, lire le monde, comprendre tous les filtres qu'il y a entre moi et la réalité. Et donc, ça ne peut se faire que par une très grande connaissance justement de ces filtres, de ce qui vient en permanence brouiller la captation des informations. Alors, pour faire le lien avec l'énéagramme, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est que d'entrée de jeu, dès qu'on le découvre, on prend conscience, en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui que moi, j'ai envie de le transmettre. Ce n'est pas forcément comme ça que je l'ai appris, mais j'ai trouvé que c'était plus efficace de le faire comme ça. C'est si vous voulez, c'est de découvrir que nous avons une intelligence première. Une intelligence qui peut être instinctive, corporelle, donc qui fait qu'on bouge, qu'on est inerte, qu'on a des sensations. Une intelligence émotionnelle, donc limbique, qui fait qu'on est touché, affecté, etc. Et puis une intelligence plus émotionnelle, mentale, qui fait qu'on pense, on réfléchit, on analyse, on anticipe, on crée, etc. Alors, aucune de ces intelligences n'est supérieure. Pardon pour les redites, pour les personnes qui m'ont déjà entendu, mais c'est très important ça. Et donc ça, déjà, ça vient un peu clouer le bec à cette ancienne manière de voir l'intelligence avec une sorte de hiérarchie, comme j'ai pu en parler chez Descartes et chez d'autres, sur d'autres continents. Il n'y a pas que Descartes qui a dit ça. Donc, nous avons au moins 3 formes d'intelligence, nous avons au moins 3 zones dans notre cerveau qui sont aux commandes. Et si nous comprenons qu'une de ces intelligences ou de ces énergies prend le contrôle de ma vie en premier lieu, alors nous comprenons déjà les différences qui sont présentes avec tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte. Ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme, mes amis, mes collègues, mes partenaires professionnels, etc. Si je ne comprends pas que l'autre fonctionne potentiellement différemment de moi, je pense que je pars perdante. Tu vois ? Alors, l'énéagramme, voilà, il y a déjà cette notion qu'il y a différentes formes d'intelligence, il y a une intelligence émotionnelle, elle n'est pas plus valable qu'une autre, et elle n'est pas moins valable qu'une autre. Et bien sûr, pardon, c'est pas bien sûr, à chaque intelligence, il y a étonnamment, je pense assez étonnant de voir les choses de cette manière, mais c'est très intéressant dans le monde de l'énéagramme de le comprendre, une grande émotion, si tu veux, toile de fond qui est présente en moi. Donc, si je suis une personne plutôt corporelle, instinctive, j'ai une connexion plus rapide à la colère. D'accord ? Et donc, chaque fois qu'on va m'empêcher d'avancer, on va m'empêcher d'être dans une forme de défense de mon territoire ou capacité à faire les choses que je veux qu'elles soient faites, la colère commence à surgir. Colère qui va ou s'exprimer, ou que je vais réprimer, ou que je vais endormir, mais il y a quand même à l'intérieur de mon corps des sensations liées à la colère. Si je suis une personne qui est plutôt affective, émotionnelle, et en énéagramme, on parle ici des bases 2, 3, 4. Pour les précédentes, c'était les bases 8, 9, 1. Il y a une toile de fond, une sorte de coloration un peu permanente autour de la tristesse. À nouveau, une tristesse qui peut s'exprimer, une tristesse qui peut être endormie, une tristesse qui peut être mal jugée et mise à distance. Mais c'est très important de savoir que si quelqu'un
peut-être me manque de respect ou ne me dit pas bonjour le matin, ou si un proche oublie peut-être de me téléphoner pour mon anniversaire, eh bien, ça va me rendre triste. Voilà, donc je peux tout de suite comprendre ce mécanisme intérieur. Et enfin, si je suis une personne plutôt mentale et que je ne peux pas comprendre qu'il y a une sorte de toile de fond, plus de peur, de crainte, d'anxiété en moi, je ne vais pas réaliser que la propre projection de mes pensées est comme un mécanisme autocréateur de peur, tu vois. Donc, rien que ça, rien que cette découverte-là, tiens, dans quel centre principal je me situe et qu'est-ce que j'aurais envie ou besoin de développer pour en sortir, ben, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc, quand on découvre l'énéagramme, on se découvre soi et immanquablement, on développe son intelligence émotionnelle. C'est intéressant ce que tu dis, Sophie. Je vois très, très vite le rapport avec cette notion de conscience de soi de Goleman, qui travaille sur la première partie, sur cette notion, comment j'identifie et comment je comprends. Parce que si j'identifie, je comprends l'info que me donne mon corps, comment je ressens les choses et comment je me positionne par rapport aux trois centres que tu viens de décrire, le mental, l'émotionnel et l'instinctif, j'ai déjà pas mal de choses qui m'intéressent après de voir comment je peux développer une stratégie d'adaptation, parce que je rappelle que l'émotion, elle n'a de sens que de nous aider à nous adapter dans une situation donnée. C'est le support d'adaptation que nous a donné le bon Dieu dans cette belle machine. Donc, on va apprendre à s'en servir. Et effectivement, la première étape, c'est d'abord d'identifier, de comprendre. Et ce que tu viens de nous expliquer avec l'énéagramme, il nous aide justement à identifier, à comprendre. Maintenant, ça ne suffit pas parce que après, quand je roule dans l'autoroute et j'ai l'information qui vient, j'ai besoin d'agir. Si par exemple, le panneau de signalisation me dit que la prochaine station, c'est dans 1000 mètres, 1 kilomètre, je dois me préparer pour, si je roule à 120 km à l'heure, je dois me préparer pour freiner, pour dégrader les vitesses et pour commencer à me mettre justement peut-être à droite pour prendre la sortie. Donc après, le diagnostic, on va dire, émotionnel de l'information, on va maintenant adapter cette information au contexte. C'est ce que tu disais tout à l'heure, peut-être en baissant l'intensité de l'émotion, en changeant même l'émotion parce qu'elle n'est pas adaptée à la situation que je suis en train de vivre. Et là, on rentre dans la deuxième compétence de Goleman qui s'appelle la maîtrise de soi, le self-management. Et dans cette maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du contrôle de soi. Parce qu'effectivement, l'émotion, quand elle prend des proportions qui ne sont pas adaptées à la situation que je suis en train de vivre, et surtout dans le monde du travail, si je n'ai pas les outils pour m'adapter à la situation, je peux éventuellement agir ou réagir plutôt. On est dans le réactionnel d'une manière qui n'est pas du tout adaptée à la situation. Et là, on rentre dans la maîtrise de soi. Et ce que nous dit Goleman, c'est qu'on a besoin de pratiquement trois choses pour le pilotage émotionnel. On a besoin de la régulation, comment je vais réguler cette émotion. On a besoin de comment l'exprimer, comment je vais exprimer cette émotion, de comprendre comment, de savoir en tout cas, on parle de compétences. Et on a besoin aussi d'une troisième, dans le pilotage émotionnel, de l'utiliser, comment je peux utiliser une émotion et pas une autre dans une situation donnée. Alors, avec cette deuxième compétence qui est la maîtrise de soi, Sophie, que j'appelle moi le support d'adaptation dans des situations, on va dire, des contextes spécifiques, comment je vais utiliser telle ou telle émotion, comment je vais baisser l'intensité, comment je vais même changer d'émotion. Moi, je me rappelle, par exemple, quand je suis dans une passion que je pratique chaque semaine, j'ai envie de partager avec vous un peu cette passion. Je suis passionné de golf. Je sais que, bon, pour les personnes qui connaissent ce sport, ils peuvent s'y connaître. Pour les autres, bon, je vais un peu raccourcir l'explication. Quand je suis dans un coup exceptionnel, j'ai développé une stratégie pour
pour jouer un coup et je l'ai exécuté presque à la perfection. Automatiquement, je me sens dans la joie, dans l'excitation totale. Et cette excitation, on le sait, que si je reste dedans, le prochain coup, je vais le foirer. C'est clair et net. Je ne vais pas le réussir parce que je suis dans un niveau d'excitation tellement élevé, parce que j'ai exécuté quelque chose d'exceptionnel, que le prochain coup, je ne vais pas être dans le focus pour l'exécuter correctement. Donc, je vais choisir explicitement, consciemment, dans ce contexte-là, au lieu de rester dans la joie, de me mettre dans un petit peu de tristesse. Et je le fais consciemment. Là, si tu me vois, Sophie, la tête baissée, une posture de quelqu'un de triste en avançant sur le terrain de golf, c'est que derrière, j'ai fait un très bon coup. Je vais juste réguler l'émotion de joie par un peu de tristesse pour que j'arrive à un niveau d'intensité émotionnelle qui est OK pour moi pour jouer le prochain coup. Et donc ça, c'est l'utilisation émotionnelle. Alors, tous ces paramètres-là, Sophie, quand on parle de la maîtrise de soi, comment l'énéagramme éventuellement peut nous aider à mettre un peu de couleur dans cette deuxième compétence de Goleman? Bon, j'ai pris des notes parce que Oussama, tu nous J'y vais, ouais. tellement de choses que je vais essayer quand même de répondre à différentes choses que tu as abordées. Il y a eu beaucoup d'informations et c'est riche, je t'en remercie. J'aime bien quand tu dis que, et c'est important d'y revenir, la vie, la création, le bon Dieu, on l'appelle comme on veut en fonction de ses convictions, nous a dotés, nous a vraiment dotés, c'est fabuleux, de cette production d'émotions. Je dis souvent à mes clients, est-ce que vous regrettez d'avoir 2 bras? Ah ben non. Est-ce que vous regrettez d'avoir 2 yeux? Ben non. Qui a envie d'être Kudjat ou qui a envie… Bon, parfois, on ne peut pas faire autrement et c'est bien triste, mais on peut s'adapter. Donc, est-ce qu'il nous viendrait un jour à l'idée, et ça c'est mon rêve, que 8 milliards d'humains se disent, mais comment c'est possible qu'un jour sur la Terre, on ait regretter d'avoir des émotions. Parce que les émotions, ce sont des informations qui vont être totalement utiles à notre grand parcours, notre grand voyage qui est la vie sur la Terre. Et ça, c'est un changement de paradigme. Ça nécessite qu'on ait arrêté d'avoir peur. La peur de la peur, par exemple. Qu'on ait arrêté de croire, comme tu l'as très bien expliqué, que les émotions, c'est par exemple quelque chose qui va me fragiliser, que les émotions, c'est idiot, c'est bébé. On laisse les petits avoir des émotions, mais quand on est adulte, non, on ne doit absolument pas avoir d'émotions. Que les émotions, ça va nous interdire d'être performants et donc d'atteindre notre cible, notre objectif. Toutes ces croyances limitantes qu'on a malheureusement bien intégrées profondément et qui sont en plus genrées, puisque vous savez très bien qu'on a plus dit aux petits garçons qui pouvaient être en colère qu'aux filles, et on a plus dit aux petits garçons qui ne pouvaient pas connecter la tristesse qu'aux filles. Donc, en plus, c'est inégalitaire, ces croyances. Donc, moi, ça ne me convient pas du tout. Alors, on doit travailler ces croyances pour pouvoir enfin laisser émerger le simple fait qu'une émotion, ce n'est pas grave, ce n'est pas nuisible, c'est une information. Imaginez-vous, vous lisez un journal le matin et vous décidez d'enlever toutes les lettres A et toutes les lettres Z parce que ce n'est pas utile, mais vous ne comprenez plus rien à votre texte. C'est exactement la même chose avec les émotions. Si on enlève les émotions de notre vie, si on croit qu'on peut faire ça, eh bien moi je crois qu'on passe à côté de sa vie. Première chose. Deuxième chose, tu as parlé de contrôle et de maîtrise. Alors, c'est important, en énéagramme, on voit qu'il y a des bases qui ont des motivations autour du contrôle et de la maîtrise. Je crois que les deux sont vrais pour l'intelligence émotionnelle. Alors, la maîtrise, je ne vais pas faire un cours de sémantique, mais c'est quand même plutôt bien faire les choses, les faire impeccablement selon mes propres critères. Et le contrôle, c'est les faire comme moi je veux, avec mon rythme et mon énergie. Okay. L'un et l'autre sont vrais pour ma propre gestion émotionnelle. Il n'y a pas de règle préétablie et qui est valable pour tout le monde. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est quel est le dialogue au moment T, de nouveau.
dans la situation, le contexte particulier qui se présente, est-ce que j'ai envie de prendre cette émotion à bras-le-corps, voilà, et puis d'y aller, même si elle est très intense? Est-ce que j'ai envie de lui dire « calme-toi, ma grande, ça va bien aller, t'inquiète pas » ou est-ce que j'ai envie de me dire « bon, bah, ça, je vais mettre ça de côté, mais j'y reviendrai ce soir, je te reprendrai mentalement et je vais encore un peu réfléchir à ce qui s'est passé ». Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La seule chose, c'est qu'il faut traiter. Je crois que c'est la seule vérité, en tout cas, excusez-moi de le dire comme ça, mais par rapport à l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, mais on peut se donner du temps et de la douceur par rapport à ça. Et que parfois, et même quand on a des outils, et là j'en viens à l'énéagramme, il y a encore des vieilles pensées, des vieilles croyances, des vieilles histoires que je me raconte sur ou qui se sont produites dans le passé, qui vont faire que je vais bondir, que quelqu'un va toucher en moi quelque chose d'absolument incroyable que je n'imaginais pas quelques instants auparavant. J'étais dans une chouette conversation, tout avait l'air de bien se passer, et tout d'un coup, cette personne dit un truc, ça me fait bondir. Comme moi, je suis plutôt soupolée, je vais bondir. Bon, alors après, je pourrais me dire, mais enfin, Sophie, 15 ans de coaching, du yoga, la méditation, et tu n'es toujours pas capable. Non, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous propose de ne plus faire, quoi. C'est inutile de dire, OK, maintenant, je vais comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que cette personne, elle est venue titiller une valeur fondamentale chez moi, sans l'intention de le faire, vous voyez? Peut-être qu'elle est venue toucher à quelque chose qui est, voilà, mon besoin de beauté ou de justice ou de sécurité, que sais-je. Et donc, je ne l'ai pas vu venir et dans une conversation, au détour d'une phrase, j'ai été touchée par ça. Eh bien, plutôt que de faire comme si non seulement j'avais été incapable et en plus de provoquer en moi un sentiment de honte, très rapidement, je peux me dire, voilà ce qui s'est passé, et encore mieux le dire à la personne. Tu sais, quand tu me dis ça, moi, ça touche à mon besoin d'égalité. Je ne suis pas OK que tu tiennes ce type de discours, par exemple. Et là, on en arrive à la maîtrise. On en arrive au besoin, évidemment, d'avoir des outils, parce que comprendre ne suffit pas. Si l'intellect, de nouveau, là, on croirait en une force suprême du mental. Si savoir ce que c'est l'intelligence émotionnelle, en avoir une belle définition, comme je vous l'ai envoyée, écrite par Midal, etc., suffisait, eh bien, nous ne ferions pas le métier que nous faisons. Donc, on doit se doter d'outils. Et avec l'énéagramme, on a non seulement, je parlais de voyage, moi j'aime beaucoup les métaphores, donc pour moi la vie c'est une grande aventure, un grand voyage, que je peux décider hyper enquiquinant, routinier, et je ne vais jamais sortir de ma rue et jamais aller rencontrer d'autres personnes, ou bien je peux décider que c'est un grand voyage ouvert, que je vais traverser les mers, les océans, aller découvrir plein de choses. Bon, vous avez compris qu'en venant au Maroc, c'était plutôt mon option de vie. Alors, la vie, c'est une grande aventure, et donc on a intérêt à avoir une boussole, un GPS, une carte, des lunettes aussi, peut-être une longue vue, parfois un microscope, parce que les distances, elles sont différentes. Et c'est ça que l'énéagramme va nous proposer. Si je suis plutôt quelqu'un à tempérament colérique, eh bien, j'ai intérêt à savoir que quand je commence à mentaliser ou au contraire, si je vais chercher l'émotion qui se cache là derrière, tout de suite, ma colère va s'abaisser, le niveau de colère va se diminuer, vous voyez. Donc ça sera ma petite méthode à moi. Et l'énéagramme me montre ça de façon très visuelle. Excellent, excellent Sophie. Ça, c'est très intéressant. Et en même temps que je suis en train de t'écouter, j'ai un petit regard sur ce qui se dit sur le chat de Zoom. Je ne fais pas du il y a des choses. Oui, oui, non, mais bon, j'essaie d'être multitâche, mais il y a pas mal de commentaires extrêmement intéressants sur le chat de Zoom. Je vais avancer un petit peu par rapport. On peut aussi décider de plutôt répondre aux questions et puis de ne pas se tenir au Alors, il y a pas de questions, il y a des remarques, des suggestions qui sont très intéressantes de la part de Youssef Hello, de Salima, d'autres personnes qui… On n'a plus qu'une demi-heure. Hein, donc exactement. Je vais prendre un peu je vais un peu courir là, tu veux bien, mais juste 5 minutes. Parce que ça va avec ce que je viens de dire. La maîtrise et le contrôle de soi en énéagramme va immédiatement avec la notion de motivation. Parce que c'est un modèle motivationnel. Si je comprends ma motivation profonde à faire les choses,
alors je comprends pourquoi je suis dans une telle coloration émotionnelle. Ça, c'est intéressant. Oui. Et donc ça, si tu veux, c'est vraiment c'est le cœur du réacteur en énéagramme. Si une base 1 ne comprend pas avant d'avoir fait l'énéagramme, je prends un exemple, je ne suis pas une base 1, mais qu'elle a besoin de s'améliorer et d'améliorer le monde et de le corriger et de le rendre impeccable et irréprochable et dans son comportement et dans tout ce qu'elle va faire, si elle ne sait pas qu'il y a ça comme moteur intrinsèque en elle, eh bien, elle ne va jamais pouvoir traiter sa colère qui pourtant est très présente. Elle ne veut même pas la reconnaître. Alors, elle va dire, mais non, je ne suis pas en colère. Et tout le monde va rire autour d'elle. Elle va dire, mais enfin, ça se voit sur ton visage, ça se voit dans tes épaules toutes crispées. Arrête, il n'y a que toi qui crois. Bon. Vous voyez, donc, dès que la personne peut dire, OK, en fait, c'est tellement important pour moi que tout soit structuré, organisé, bien impeccable, et que je vais à la fois essayer d'organiser ma vie, mais qu'il y a aussi une limite à cela. Et que cette motivation, elle peut se retourner contre moi parce qu'elle est une amie, mais aussi une ennemie, eh bien, je n'évoluerai pas. Donc, la motivation, qui est cette troisième notion chez Goleman, elle va de pair avec la maîtrise et le contrôle de l'émotion. C'est pour ça que j'ai un peu accéléré. C'est très bien parce que ça, c'est vraiment le troisième axe de Goleman et on parle de motivation. Et j'allais te poser la question comment l'énéagramme, et tu as répondu justement. Hein, c'est le cœur du moteur de l'énéagramme, c'est cette notion de comprendre quelles sont les motivations intrinsèques et ça développe justement cette compétence de l'intelligence émotionnelle de notre cher ami Daniel Goleman. On peut passer, tu as autre chose à dire, Sophie? On passe au quatrième rapidement et on passe au cinquième. Comme ça, on laisse un petit peu de temps. Je le dirai après. Au niveau de l'empathie, ça va très bien se dire aussi. Ah ben voilà, la quatrième, justement, le quatrième axe. Là, on laisse de côté le côté intrapersonnel. On a parlé de conscience de soi, de maîtrise de soi et de motivation. Maintenant, on va rentrer dans l'interpersonnel. La porte d'entrée chez Goleman, c'est l'empathie. L'empathie, si on ne développe pas cette compétence, et bien sûr, pour développer l'empathie, on a besoin de nous connaître, on a besoin de maîtriser et de savoir gérer nos émotions. Et ça, c'est la base. Donc, l'empathie, c'est on va dire, la partie, on va dire, tempo social. Je peux dire ça comme ça. Le tempo social, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre. C'est de se mettre dans ses chaussures, dans ses bottes, comprendre un peu, senser ses émotions, comprendre éventuellement qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions et après pouvoir agir parce que le côté empathique, c'est intéressant. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire derrière l'empathie? Parce que l'empathie, ça va être la base de toute autre compétence que tu pourras développer, communication et autre chose, qui nous permettent justement de garder un bon rapport avec autrui. Donc, cette empathie, Sophie, l'énéagramme, comment peut nous aider à la développer? Parce que c'est une compétence essentielle pour aller chez l'autre. Alors, quand on passe de l'intra à l'inter, pour moi, il est important de dire quand même un petit mot sur l'éthique, sur ce que je vais faire des outils. Quand je commence à me connecter à l'autre, quand je commence à vouloir me mettre dans les chaussures de l'autre, ce qui pourrait être une définition simple de l'empathie, je dois avoir fait au préalable un travail personnel de conscience, morale, si tu veux, de me dire pour faire quoi au fond. Et ça, c'est très important parce qu'on ne le dit pas assez dans les écoles de coaching et de formation. Ce n'est pas pour singer l'autre, ce n'est pas pour manipuler l'autre, ce n'est pas pour extraire des informations de l'autre, ce qui est malheureusement le cas aussi parfois en entreprise. Donc là, je dis attention, nous devons toujours développer toutes ces notions avec une ouverture de cœur, mais aussi une conscience que tout le monde n'a pas un niveau de développement sain. Il y a des gens qui vont instrumentaliser l'empathie, voilà, qui vont avoir une sorte de langage, vous savez, pseudo-intelligence émotionnelle, et en réalité, ils n'auront pas fait le travail. En énéagramme, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas rentrer dans l'énéagramme si on ne travaille pas sur soi. Ça n'est pas possible.
On n'en comprendra jamais les subtilités. Les personnes qui viennent de faire le premier voyage avec moi durant 6 jours l'ont compris, je pense. On peut découvrir l'énéagramme pendant des jours et des jours et des jours. C'est tellement subtil que ça nécessite une seule chose, c'est d'y aller et d'abandonner ses croyances et d'oser, tu as parlé de courage, oser faire ce travail du héros et de l'héroïne, qui est de se dépouiller de vieilles certitudes. Donc ça, je tenais vraiment à le dire. Alors, l'empathie en énéagramme, elle est très importante parce que il y a des bases qui, malheureusement, dans cet enfermement de personnalité, montrent peu d'empathie. Il faut quand même bien le dire. Hein. Bon, elles le savent bien, les personnes qui font l'énéagramme, a priori, hein, c'est un personnage, c'est une façade. A priori, la base 5 n'a pas l'air très empathique. A priori, la base 7 n'a pas l'air très empathique. A priori, la base 8 n'a pas l'air très... Finalement, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'air très empathiques, à part les 4, les 2, les 9 et les 6, hein, pour faire un peu court. Mais tout le monde a accès, au fond, à cette empathie. Il faut juste comprendre de nouveau la motivation pour les premières bases que j'ai citées. Pourquoi est-ce qu'elles se sont enfermées dans un tel rôle? De quoi avaient-elles peur, vraiment, initialement, fondamentalement, quand elles étaient enfants, hein? Et ça, l'énéagramme va nous l'apprendre. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut réparer? Où est-ce qu'on peut faire la paix en interne pour ne plus avoir peur de cette vulnérabilité? Moi, je crois que le plus beau sentiment pour évoluer, c'est la vulnérabilité. Excellent, excellent. Rendre humain. Voilà. Alors Sophie, là, je retiens quelque chose d'extrêmement profond de ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai qu'on a dans le modèle l'énéagramme ces 9 stations, ces 9 points qu'on développe aussi dans la formation, qu'on comprend d'une manière assez subtile et profonde l'énéatype du modèle et de comprendre un peu ses motivations et tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, quand on parle de l'empathie, tu as dit qu'il y a des bases qui ont sa tendance empathique, on va dire, presque naturelle, et d'autres pas. Mais ce que je retiens, c'est que tout le monde peut apprendre à faire de l'empathie. Parce que, de toute façon, les autres compétences qui vont venir, là, tu parlais des social skills, les compétences relationnelles, le 5e axe de Goleman, ils se basent sur l'empathie. L'empathie, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée. Si on n'a pas ça, bien sûr, avec l'éthique, avec tout ce que tu viens de cadre que tu viens de poser, on ne peut pas le faire, et surtout si on n'a pas fait un travail sur soi. Parce que les signaux, les informations qu'on va recevoir vont se mélanger. Est-ce que c'est ça que je ressens de l'autre ou c'est chez moi? Comment je fais la différence? Absolument. Donc, un travail sur soi, de conscience de soi, est urgent quand on veut travailler sur l'intelligence émotionnelle et non seulement la partie intra, mais aussi partir sur le côté interpersonnel. Donc, l'empathie, on est d'accord, ça s'apprend et même les bases qui ne l'ont pas d'une manière naturelle, ils ont cette capacité de l'intégrer aussi. Alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose, Sophie? Oui, comme on est sur la 4e compétence ici de l'empathie, celles qui l'auraient de façon un peu plus naturelle, si tu veux, au départ, ont aussi intérêt parfois à diminuer cette empathie, parce que sinon, elles se perdent. Donc, il y a les deux, tu vois, et ça, on revient à la notion de maîtrise. Le bon curseur. Exactement. Si je suis tout le temps en train de ressentir, de nourrir les besoins de l'autre, hein, je pense par exemple à l'altruiste base 2, eh bien, je ne connais pas mes besoins. Je ne connais pas, donc je montre énormément d'intérêt pour l'autre, mais je m'oublie. Je suis dans un abandon de moi. Et ce n'est pas OK non plus. Ce n'est pas sain pour la personne et ce n'est pas sain pour la relation. Donc, l'empathie va toujours aussi avec cette notion de maîtrise et de contrôle. Clairement, clairement. C'est pour cela, d'abord, on travaille sur soi, sur les compétences intra, et après, on va aller chercher les autres compétences de l'interpersonnel. Et effectivement, c'est vrai que quand on est empathique très avancé, on peut tomber dans les pièges aussi de l'empathie. On peut, voilà, donc tu l'as cité, par exemple, un manager 2 qui est très empathique avec ses subordonnés, il va créer de la dépendance. Hein. Il va tellement vouloir bien faire que les autres,
il va un peu les amputer de leur autonomie parce qu'il est très collé à ces équipes. Donc, effectivement, il va falloir trouver le bon dosage, poser le bon curseur et tout ça, ça s'apprend. Et l'énéagramme nous pose sur un plateau un peu très clair comment chaque station fonctionne. Et ça, c'est très intéressant de le rappeler. Alors, on passe rapidement, Sophie, à la cinquième axe de Goleman, qui est les compétences sociales. Et j'ai envie de garder le dernier quart d'heure aux questions-réponses. On va ouvrir les micros pour les personnes qui veulent nous poser des questions. Comme ça, on termine à 16h30 pile poil. Et comme, voilà. Ça peut aller très vite, hein, la question des aptitudes sociales. Donc ça, on l'aborde dans la fin, les 2 derniers jours du premier niveau de technicien dans cette formation année à Maroc. En fait, c'est comment je communique verbalement, non verbalement, selon ces 9 postures, stations, j'aime bien ce terme aussi, et comment ça va impacter. Et du coup, qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire pour me mettre sur le bon canal de communication, puisqu'à nouveau, on ne peut pas ne pas communiquer, ça n'est pas possible. Ça fait partie intrinsèque de notre condition humaine que de communiquer, donc autant communiquer le mieux possible. Et ça, avec l'énéagramme, on va tout de suite pouvoir cartographier très précisément. Là, on arrive vraiment à de la nuance, de la chirurgie fine, si je puis dire, de savoir que telle base va plutôt avoir telle difficulté dans son feedback, ou au contraire va aimer les feedbacks, qu'il y en a à qui il faut parler un peu fort, il y en a à qui il faut parler au contraire un peu plus doucement. Et au fond, tout ça, de nouveau avec intégrité et éthique, va nous permettre de parler la bonne langue, en fait. Exactement. Hein, exactement. c'est vraiment se mettre sur le bon dialecte pour que la communication, elle soit gagnante-gagnante pour les deux parties, ou les différentes parties en action. Et ça, c'est intéressant. Bon, moi, je peux en témoigner parce qu'on vient de terminer justement le premier technicien avec toi sur l'introduction du modèle de l'énéagramme. Et effectivement, les 2 derniers jours, on a travaillé pas mal sur cette communication et on a compris un peu les pièges qu'il faut éviter pour développer une communication, on va dire, empathique, ou une communication bienveillante, ou une communication qui garde du lien et qui garde un bon rapport avec l'autre. Parce que finalement, communiquer bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, comprendre ce que veut dire l'autre, ne pas aller chercher ses antivaleurs et faire en sorte qu'on arrive à s'entendre. Parce que bon, le message, il peut se perdre au milieu du chemin. Donc, la communication bienveillante avec l'apport de l'énéagramme, il nous permet justement de nous donner quelque chose de très clair et de très limpide pour communiquer de la manière la plus, on va dire, efficace avec l'autre. Et quand on communique bien, on évite le conflit. Alors, pour les gens qui n'ont pas vu le webinaire sur la gestion de conflit, je vous invite à le regarder sur le groupe. Il y a tout un enregistrement qui parle de l'apport de l'énéagramme par rapport à la gestion de conflit. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était très intéressant ce que tu nous as raconté la dernière fois, Sophie. Donc, voilà, je pense qu'on est à 16h. C'est voilà. parfait. Là, par contre, là, Sophie, tu vois, là, j'étais en empathie totale avec toi, tu vois. Je suis très contente que tu aies entendu mon besoin de voilà. Là, non, mais clairement. Mais bon, j'apprends moi aussi l'intelligence émotionnelle tous les jours. Hein, et je mets à jour mon répertoire, si tu veux. Alors, donc, là, on essaie